Le cours ici de EEG anormal, on va commencer le chapitre désordres vasculaires cérébraux, le chapitre 2, introduction. Dans les désordres cérébrovasculaires, il y a interruption de l'apport sanguin dans une partie du cerveau, le privant ainsi de ses substances nutritives, plus spécialement le privant de glucose et d'oxygène, qui sont essentiels à son bon fonctionnement. L'interruption de l'apport sanguin dans une région produit une ischémie et se traduit par des ralentissements sur l'EEG au site de la lésion. Si l'interruption de l'apport sanguin cause la destruction des structures neuronales environnantes, on parle d'infarctus et les tissus détruits deviennent nécrosés, donc ils sont morts. Les tissus nécrosés ne peuvent produire d'activité électrique car les cellules productrices de potentiel sont mortes. Les cellules sont nécrosées, sont mortes, donc elles ne peuvent pas produire de potentiel électrique. S'il n'y a pas de potentiel électrique, il n'y a pas d'onde cérébrale. Ou parmi toutes les cellules qui se trouvent dans une colonne, s'il y en a qui sont détruites, alors on va avoir moins de cellules productrices, nos potentiels postsynaptiques, là. Donc, on peut avoir des ondes lentes aussi. Certaines perturbations peuvent avoir d'autres répercussions, des effets secondaires dans le cerveau et causer des hémorragies, des accumulations de sang et de l'édème. Les perturbations vasculaires, on parle. Ces perturbations causent à leur tour de la pression dans les tissus nerveux des régions affectées et environnantes, provoquant aussi des dérangements au niveau cellulaire et électrique. Alors là, il faut comprendre, disons qu'on a un problème vasculaire, un anévrisme, un vaisseau sanguin qui a éclaté, ou qui est trop gonflé. Donc, s'il y a un épanchement de sang, une hémorragie, ça va venir bloquer la circulation sanguine normale. Ça fait comme un hématome, là, un bleu. On peut avoir ça dans le cerveau aussi. Ou ça peut causer de la pression, ça peut causer aussi de l'irritation puis provoquer de l'édème. Des accumulations de liquide. Ces accumulations-là de liquide dans le cerveau, on se souvient que le cerveau, c'est dans une boîte. C'est comme la boîte crânienne, là, c'est dur, ça s'étire pas, la boîte crânienne. Donc, s'il y a trop de liquide, un vaisseau sanguin, par exemple, qui brise, ça fait du liquide. Le liquide va rentrer dans le cerveau, le sang. Ça va prendre la place du cerveau. Alors, ça va le pousser. Donc, le patient, il va avoir des maux de tête. Et puis, la pression que ça fait, l'irritation, ça peut provoquer de l'édème. L'édème, ça va en faire encore plus de pression, une pression intracrânienne. Et puis, la pression va empêcher la bonne circulation, ce qui fait que ça détruit, ça va faire mourir les cellules, les neurones, là. Et puis les cellules qui sont mortes, ils produisent plus d'électricité. En gros, là, je résume ça comme ça, là. Parfois, l'interruption de l'apport sanguin au cerveau est temporaire, causant une ischémie cérébrale transitoire. L'abréviation, c'est ICT. Ischémie, c'est cérébrale et T pour transitoire. Plus souvent qu'autrement, l'ICT est suivi d'une guérison complète. Parce que l'ICT ne provoque pas de destruction des tissus, fait que c'est transitoire, on a un petit épanchement de sang, les vaisseaux se replacent, puis le sang, il y a comme quand même des mécanismes là, dans le corps qui fait que s'il y a trop de liquide, il y a des cellules qui vont faire que ça résorbe ça. Fait qu'un ICT, c'est transitoire. Il y a juste un petit épanchement de sang, là. Et puis, ça va se résorber. Bon, ça n'engendre pas de changement allégé sauf si l'enregistrement est fait au moment de l'ICT. Si on a par hasard on fait un EEG, puis que on fait le patient, il y a un ICT en même temps, on peut voir des changements sur notre EEG. Avec le système 10-20, l'emplacement des électrodes couvre la majeure partie des sections du cerveau qui sont irriguées par des artères moyennes, antérieures et postérieures, nos artères cérébrales. Mais ça va pas, le cerveau, nos électrodes, ils sont pas dans la région
qui est innervé par l'artère, pas innervé, mais qui est couvert, qui est irrigué par l'artère basilaire. Dans ce dernier cas, les changements EEG ne seraient probablement pas visibles sur l'enregistrement si on utilise des électrodes ordinaires. Alors, le médecin, il va, dans la requête, vous allez voir si si le médecin suspecte un problème dans l'artère basilaire. Le médecin va suspecter avec l'histoire clinique du patient. Hein? C'est lui qui va voir ça, là. Et puis, on peut ajouter à ce moment-là l'électrode CB1, CB2, donc qu'on appelle cérébelleuse. Il y en a qui vont les appeler d'autres noms, là. Mais du moment que vous savez où les placer. Fait que ces électrodes-là, on les place à peu près 5 cm comme CB1 en dessous de O1 et CB2 en dessous de O2. OK? Ça, vous pouvez reviser vos notes sur le système 10-20, vous allez avoir ça là-dedans. Page 22 maintenant. Le rôle de l'EEG dans l'ACV. AVC ou ACV, là, c'est la même chose. Bon, le rôle de l'EEG, on va évaluer l'état de conscience et de vigilance. Un patient réveillé, un patient semi-comateux, comateux ou dans un coma profond, l'EEG va être différent. On établit le site de la lésion, hein, on va voir les ondes lentes, les changements sur l'EEG, fait que ça va nous donner une idée du site de la lésion. On peut faire un suivi de l'évolution de la maladie hein, et du patient. Ça peut aider à évaluer s'il y a nécessité de chirurgie. Donc, si on voit qu'il y a un gros dommage et puis que l'étendue là prend beaucoup de place sur notre tracé, disons tout latéral ou quelque chose, ben avec le MRI puis les CT scans et tout ça, le médecin va décider si on envoie le patient en chirurgie pour enlever l'épanchement, là, pour faire un trou, là, puis ils vont sortir ça, là, le sang va sortir. Puis aussi illustrer le pouvoir épileptique des lésions vasculaires. Comment est-ce qu'on peut illustrer le pouvoir épileptique? Ben, en faisant léger, si les ondes sont plutôt pointues, très pointues, ok, ça veut dire qu'il y a une certaine irritation. Donc, la conclusion peut être que la lésion a un pouvoir épileptique. Accident vasculaire cérébral, on va regarder ici les grandes lignes là, pour les changements sur l'électrogénèse. Alors, les anomalies de l'électrogénèse ne sont pas spécifiques. Okay? Les changements enregistrés sur l'EEG sont proportionnels au volume et à la distribution de l'atteinte. De plus, ils se manifestent immédiatement après l'infarctus, contrairement à l'imagerie médicale qui met plusieurs heures à confirmer l'ACV. L'EEG permettra de démontrer la capacité épileptique de la lésion. Là, il y a deux petites questions dans vos notes de cours. Là. Quelle est la relation entre les anomalies de l'électrogénèse et l'atteinte? Ensuite, que démontre l'EEG comparativement à l'imagerie médicale, le CT scan par exemple? Ces deux petites questions, en lisant les notes de cours, vous allez pouvoir y répondre. L'hémorragie qui résulte produit des troubles de la vigilance et des troubles végétatifs qui sont proportionnels à l'étendue de l'ischémie et de sa localisation. Alors, une petite ischémie ou une grosse ischémie, une grande ischémie, ça n'aura pas les mêmes effets. Hein? Et puis, si l'ischémie se produit en région frontale, ça n'aura pas les mêmes effets, par exemple, qu'en région temporale ou occipitale. L'EEG permet aussi d'évaluer la diffusion de la lésion, okay, donc si la lésion se diffuse, qui peut expliquer des troubles confusionnels et les autres symptômes apparents. Tu sais, si le patient commence à devenir confus, ben c'est ça, on peut faire l'EEG, le médecin va demander un EEG, et puis on va voir si l'étendue est plus loin, tu sais, comme dans les structures profondes, puis il y a beaucoup d'ondes lentes, ben là, le patient peut devenir confus. Alors, là, je vais arrêter ce clip-là. Vous en avez à peu près pour 10 minutes. Et puis, on a fait de la page 20, 21, là, jusqu'à 22. Et puis, dans les prochains, on va faire les infarctus cérébraux.